Entre donc thème de légitimité institutionnelle et d'utilité citoyenne, ce forum intervient pour balayer a priori pas mal de malentendus et d'a priori, et sinon aider à faire la lumière sur une institution assez méconnue, aussi vrai que ces délibérations sont privées de force exécutoire et frappées de confidentialité dans leur primeur. C'est sous ces auspices et sur ces entrefaits que je voudrais inviter le président du Conseil économique et social à venir partager avec nous les enjeux attachés à ce grand rendez-vous intellectuel. Mesdames et messieurs les hauts conseillers de la République pour les affaires économiques et sociales, messieurs les anciens présidents du Conseil économique et social, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Bénin, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les membres de la société civile, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec un grand plaisir que j'exprime ce jour, lundi 11 décembre 2017, ma profonde gratitude à chacun de vous pour avoir accepté, malgré vos agendas chargés, d'honorer de votre présence cette cérémonie d'ouverture du Forum national que mon institution organise sur le thème « Le Conseil économique et social dans l'univers constitutionnel et institutionnel béninois. Bilan, défis et perspectives ». À vous tous, je souhaite la bienvenue et je tiens ici à remercier très sincèrement les plus hautes autorités politico-administratives de notre pays. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les présidents des institutions de la République, à tous les anciens présidents du Conseil économique et social, à tous les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, ainsi qu'à toutes les personnalités ici présentes pour avoir répondu présent à notre invitation. Monsieur le ministre d'État, représentant le chef de l'État, honorables invités, mesdames et messieurs, mettre en exergue, à travers le bilan de ces activités, l'importante contribution du Conseil économique et social au développement socio-économique de notre pays, tel est l'objectif poursuivi par l'organisation du Forum national que nous ouvrons ce jour. En cette solennelle circonstance, qu'il me soit permis de rappeler que le Conseil économique et social est l'une des institutions de la République qui a connu des fortunes diverses dans son parcours. En effet, institué par la Constitution du 28 février 1958, le Conseil économique et social a connu une première et très brève apparition dans l'univers institutionnel du Bénin, le Dahomey d'alors. En effet, ces activités ont été interrompues par le coup d'État du 10 décembre 1969. C'est à la faveur de la Conférence nationale des forces vives de février 1990 que les bases de retour de cette institution ont été à nouveau établies. Mais l'institution a réellement repris de façon continue ses activités depuis mai 1994.
Depuis plus de 20 ans, le Conseil économique et social propose au pouvoir public des avis et recommandations sur un certain nombre de problématiques touchant à la vie économique et sociale de notre pays, notamment l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture, l'emploi des jeunes. Toutes ces initiatives concourent à apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations de nos villes et campagnes. Pour y parvenir, le Conseil économique et social a cru devoir établir une véritable osmose entre légitimité constitutionnelle et utilité citoyenne en consolidant ses acquis, mais aussi en développant au fil du temps une approche participative. Cette approche consiste, pour les conseillers, à descendre sur le terrain à travers, entre autres, des séminaires itinérants afin d'offrir aux populations à la base des tribunes leur permettant d'exprimer leurs préoccupations. Après ces 2 décennies d'existence ininterrompue, force est de constater que malgré les efforts déployés dans le sens d'éclairer les pouvoirs publics sur diverses pistes de développement à explorer pour le bien-être des populations, le Conseil économique et social reste une institution mal connue par une frange importante de la population et notamment par certains intellectuels de notre pays. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le CS du Bénin jouit pourtant d'une très grande renommée au plan régional et international. En effet, notre institution, dans le cadre du respect de ses engagements bilatéraux et multilatéraux, s'est illustrée par l'obtention de diverses distinctions internationales ainsi que l'organisation d'importantes rencontres au Bénin. Il s'agit, entre autres, du prix ICESIS du millénaire à Moscou, l'organisation du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de l'ICESIS à Cotonou, la présentation du rapport et du discours du président de l'ICESIS à l'ECOSOC à New York, l'organisation de l'atelier régional sur la protection sociale et le dialogue social en collaboration avec l'ICESIS et l'OIT. Il conviendrait de préciser que ce dynamisme a valu au CS du Bénin son admission récente au poste du 3e vice-président au sein de l'ICESIS et le poste de trésorier général au sein de l'UCESIF. Aussi est-il aisé de comprendre que nul n'est prophète chez soi. C'est pour corriger cet état de choses que l'institution a décidé de s'ouvrir et de révéler les potentialités, son importance et les véritables motivations constituant béninois qui l'a prévu dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Monsieur le ministre d'État, honorables invités, mesdames et messieurs, sans verser dans une quelconque prémonition quant aux résultats qui seront issus de nos travaux au terme de ce forum, je puis, en revanche, affirmer que les attentes des populations à l'égard de cette institution sont nombreuses. Je voudrais donc vous exhorter à prendre en compte dans vos réflexions les dites attentes de nos vaillantes populations. Au cours de ces 2 jours de travaux, nos échanges porteront sur quelques thématiques importantes, à savoir
1. Histoire, bilan et déficit du CS. 2. Problématique de la visibilité du CS du Bénin. Faiblesse institutionnelle ou déficit de communication. 3. Rôle et responsabilité du Conseil économique et social dans la préservation de la paix et du dialogue social. 4. Contribution du Conseil économique et social au développement économique et social du Bénin. Et enfin 5. Le Conseil économique et social dans l'univers institutionnel du Bénin. Quelle perspective! Je suis persuadé que les différentes recommandations qui seront issues de ce forum pourront servir à réorienter dans le respect des textes en vigueur des actions de notre institution. Tout en vous réitérant un remerciement, je souhaite plein succès à vos travaux. Vive le Conseil économique et social, vive le Bénin, je vous remercie. Le président du Conseil économique et social, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le président de la Sénat, Messieurs les anciens présidents du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec plaisir, beaucoup de plaisir, que je prends la parole ce matin au nom du chef de l'État, chef du gouvernement, Son Excellence Patrice Talon, pour l'ouverture des travaux du Forum national sur le thème « Le Conseil économique et social dans l'univers institutionnel béninois. Bilan, défis et perspectives ». Je ne veux pas rappeler ici l'histoire du Conseil économique et social. Le président de cette institution vient de la rappeler, mais c'est une institution aussi ancienne que notre République. Cette institution qui a entre autres pour mission d'émettre des avis sur les projets de loi de programme à caractère économique et social, a contribué à œuvrer à la formulation et à la mise en œuvre de politiques et programmes de développement. Le Conseil est une assemblée consultative comprenant toutes les catégories socio-professionnelles de notre pays. Il émet des avis et recommandations à l'endroit du président de la République et de l'Assemblée nationale sur les questions d'intérêt économique, social, culturel, environnemental, technique et scientifique. En d'autres termes, le CES est un cadre privilégié de concertation, d'échange et de dialogue social par excellence. À ce titre, il a plusieurs résultats à son actif. Je pense notamment au règlement de plusieurs crises sociales entre le gouvernement et les centrales syndicales ayant abouti à la mise sur pied d'une commission nationale de négociation gouvernement central syndical. Je pense aussi à l'organisation d'une campagne de promotion de la paix pour des élections présidentielles et législatives transparentes et apaisées au Bénin en 2011. Je pense aussi au dénouement des difficultés et du blocage que notre pays a connu au cours du processus d'actualisation de la LEPI et de l'organisation apaisée des élections communales, locales, législatives et présidentielles en 2015 et 2016. Enfin, je pense à la coordination des activités du comité de mobilisation de ressources au profit des sinistrés de l'incendie survenu au marché international de Dantopa en octobre 2015. Mais malgré tout ce potentiel et tout ce qu'elle a pu faire, le Conseil économique et social dans notre pays, il est peu connu de la population, le président l'a rappelé, et des différents acteurs du processus de développement. Il est donc normal que parfois, il suscite des interrogations sur sa pertinence.
Mesdames et messieurs, c'est pour ça que je salue l'organisation de ce forum. Je pense qu'ici se présente pour les acteurs du CES une occasion unique pour démentir cette impression que l'opinion peut parfois vivre. S'il y a un défi que l'on peut attacher à ce forum, c'est donc bien celui-ci. Convaincre l'opinion de l'importance et de l'utilité du Conseil économique et social et par conséquent justifier de la bonne lecture du Constituant de 1990. Chacune de nos institutions a son histoire, son rôle et sa spécificité. Mais toutes nos institutions doivent travailler à contribuer au bien-être de nos populations. En ce qui me concerne, je voudrais appeler le Conseil économique et social à réfléchir sur la dynamique et les mutations nécessaires d'une institution du rang d'un conseil économique dans un environnement social et économique changeant. La suivi et l'efficacité de toute institution ne peut se révéler qu'à l'aune de ses capacités à s'adapter aux changements de son environnement et de son contexte. 1, 2, 3, go. À chaque fois qu'il essayait d'enlever la peau de léopard partait avec sa propre peau. Le bien ne fait pas du bruit. Jamais. Le bruit ne fait pas de bien. Oui. Le jour où le bruit se met à faire du bien, ça veut dire qu'entre-temps, le bien a laissé sa place à quelque chose dont je ne connais pas le nom. Le jour donc où le bruit se met à faire du bien, ça veut dire que le bien a entre-temps laissé sa place à quelque chose dont je ne sais pas le nom. Oh, je sais beaucoup de choses. Je sais beaucoup de choses, mais je sais aussi que je sais que je ne sais pas toutes choses. Non, mais c'est incroyable comment les choses peuvent devenir si subitement nécessaires quand vous vous en séparez. Comme elles peuvent devenir indispensables quand vous les avez perdues. C'est-à-dire que lorsque vous pensez que le plus petit de vos orteils il est utile à passer le vernis, vous vous rendez compte plus tard que son absence déséquilibre vos pieds dans votre chaussure. C'est dire donc que c'est au moment de s'asseoir que l'on se rend compte de la vraie utilité des fesses. C'est ça. C'est-à-dire qu'à Edidon, bon bref. C'est dire que à bien réfléchir, chaque chose a son histoire. Chaque chose a son histoire. Tu vois, devant l'Éternel et devant les hommes, les testicules sont là pour rappeler aux hommes que on ne règle pas tout avec la violence. C'est-à-dire parce que c'est quand une femme attrape les testicules d'un homme, les serre au point de les écraser, on se rend compte de on la découvre possibilité de l'homme, chef de la maison. Chers amis, comme chose à son histoire et que toute chose à son histoire et que nous sommes des porteurs d'histoire, permettez à nos langues frêles et nues de se frayer un chemin jusqu'à la source de vos mémoires pour vous porter l'histoire sucrée de ce jour sacré. C'est une histoire de sagesse. Car l'homme sage voit plus loin et plus vite que le présent aperçoit le futur. Et notre sagesse dit que malgré toute son opulence, l'abondance et la prospérité qui le caractérise, il est souvent sage et préférable pour un homme d'aller consulter une femme. Parce que le fou et le sage ont quelque chose en commun. C'est que les deux connaissent la vérité. Mais la seule différence entre ces deux personnes, c'est que le sage sait exactement quand, où, comment et pourquoi dire la vérité. Mais le fou, lui, il dit la vérité tout le temps. L'histoire nous fait dire qu'un jour, un jeune prince, devenu subitement roi, décida de se faire coudre une chemise de cuir en peau de léopard fraîchement tuée qui n'enlèvera plus jamais. Il appela donc un couturier au nom, le plus grand couturier de la contrée, qui lui conçut cette belle chemise en peau de léopard fraîchement tuée qui n'enlèvera jamais. Quand le jeune prince mit sa chemise et qu'il sortit à la lumière du jour, il était content. Il était resplendissant de sa chemise de cuir en peau de léopard fraîchement tuée qui n'enlèvera jamais. Et à sa sortie dans le ruelle du royaume, tous les
les villageois furent saisis par cette prestance, cette élégance, cette force, cette puissance qui émanait de ce jeune roi dans sa chemise de cuir en peau de léopard fraîchement tué qui n'enlèvera jamais. Pour tout le royaume, c'était le mémoire. Et la foule déclencha une série de louanges, de panégyriques, de nomatopées. À un moment donné, le jeune roi aperçut dans la foule un homme d'âge mûr. Cet homme était impassible. Il ne faisait pas de louanges. Il était calme. Il ne faisait aucun bruit. Et vous là-bas, pourquoi est-ce que vous ne faites pas de louanges? Vous n'avez pas vu ma belle chemise? Majesté, c'est-à-dire qu'il ne fait que de toute personne dans cette assemblée que votre chemise va ravir. Cependant, ne pas l'enlever, je crains que cela ne vous cause quelques nuisances. Quoi? Des ennuis. Est-ce que je vous ai demandé votre avis? Non. Garde! Hein? Saisissez-vous de cet homme. Non, Majesté. Mettez-le au cachot. Non. Au fond du cachot. Non. Au fin fond du cachot. Non. Dans le cachot le plus sombre. D'ailleurs, saisissez-vous de tous les hommes d'âge mûr du royaume. Je ne veux plus les voir. Foutez-les tous au cachot. Ce fut fait. Et pour décourager toute autre tentative du genre, le jeune prince entreprit de faire une tournée de propagande nationale pour vanter les mérites de sa belle chemise de cuir en peau de léopard fraîchement tué qui n'enlèvera jamais. 7 jours, 7 nuits. 7 jours et 7 nuits pendant lesquelles la peau de léopard eut le temps de se coller à la peau du jeune prince. Vers le soir du 7e jour, le jeune roi commença à ressentir des malaises très pointus. Il eut envie d'enlever sa belle chemise de cuir en peau de léopard, fraîchement tuée, qu'il enlèvera désormais. Mais à ce moment, il se rendit compte que c'était impossible. Toutes ces tentatives furent vaines. Devin, marabout, guérisseur, échec. Lame, ciseaux, rasoir, échec. La peau de léopard commença à étouffer le jeune roi. One, two, three, go. À chaque fois qu'il essayait d'ôter la peau de léopard partait avec sa propre peau. Les jours du roi étaient comptés. Désespéré, il se souvient des recommandations et avertissements de l'homme d'âge mûr. Il demanda qu'on le fasse venir. Comment puis-je me débarrasser de cette chemise? Oh, Majesté. Comme ceci. Vous êtes fou? Oui. Ma chemise de cuir, comment puis-je m'en débarrasser? Vous avez demandé mon avis. D'accord, garde! Ah non, partez à la rivière. Plongez dans la rivière, patientez 1 heure ou 2. Le jeune roi alla à la rivière, rentra dans l'eau, et la peau de léopard se ramollit, et la chemise tomba au bout d'1 heure et demie. Et c'est là que notre jeune roi comprit. C'est là qu'il comprit que, quelle que soit notre force, notre puissance, nous avons toujours besoin d'être conseillés. Et que tous les conseils ne nous caressent pas toujours dans le bon sens du poil. Et que chaque communauté a besoin de personnes qui non seulement travaillent à prévenir les problèmes, mais aussi à contribuer à leur résolution. C'est pour cela, chers amis, que depuis 1990, notre pays, le Bénin, fait route avec ses conseillers. 30 conseillers issus de toutes les catégories socio-professionnelles et spécialistes de leur domaine. 30 conseillers réunis au sein du Conseil économique et social. Il y a bien des situations. Des situations troubles, complexes, compliquées. Le CES a décrispé l'atmosphère. Le CES a désamorcé des crises. Facilité le dialogue social. Mais tout cela en silence. Un travail efficace, mais discret. Sans tambour ni trompette, sans fanfare ni tapage, en toute discrétion. Un vrai travail de sagesse. Un vrai travail de sagesse. Mais à force de rester discret, et ensuite discret, on finit par sembler se faire oublier et passer inaperçu. C'est pour cela que le rôle très important du CES dans le dialogue social semble aujourd'hui être minimisé, inconnu, méconnu, inaperçu.
Et c'est donc la raison pour laquelle, chers amis, chers représentants des différentes catégories socio-professionnelles de notre pays, chers représentants de la société civile, organisations de développement, organisations de jeunes, chers représentants des différentes organisations internationales, représentants des pouvoirs publics, acteurs de l'économie, acteurs de la politique, acteurs de l'agriculture, et j'en passe. C'est pour cela que vous et nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui dans cette salle, dans le cadre de ce forum, dont le but ultime est de mieux faire connaître le rôle du Conseil économique et social. 1, 2, 3. À chaque fois, soyons les bienvenus à notre forum. Je vous remercie. Bravo au duo de la coupe. Mesdames et messieurs les membres du bureau du Conseil économique et social, j'aperçois pêle-mêle le président de l'OLC. Ah, OLC, non, c'est plus OLC. En tout cas, c'est l'institution qui œuvre de façon active à la lutte contre la corruption. Chers invités, honorables invités, croyez-moi, parler de l'historique du bilan et des perspectives de l'institution, je dois vous avouer que, bon, 30 minutes, bon, c'est parce que je n'ai pas le choix. Sinon, pendant des heures, on pourrait parler de ces sujets. Comme je le disais tantôt, je me sens en ce moment un peu comme chez moi. Et pour cause, bien que ma modestie doive en pâtir, je voudrais vous demander de souffrir qu'en raison du fait que j'ai siégé pendant 15 ans au Conseil économique et social comme membre, dont 10 comme président, je voudrais donc vous demander de souffrir que je puisse nous inviter très humblement à observer une minute de silence à la mémoire de tous les membres du Conseil et de tous les membres du personnel du Conseil qui nous ont quittés, en commençant, bien entendu, par le président Kongaku Taïrou, qui a été le premier président du Conseil économique et social, c'était en 1969, après avoir été président de l'Assemblée nationale et président de la République. Ils sont nombreux. Il ne peut en être autrement. La vie est un passage. Donc je voudrais nous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de président Kongaku Taïrou, le vice-président ancien ministre de la Justice, Dangu Isiaka, le député Rumbani Mazou, M. Apiti Fatiou, le maire Gauguin Albert, le ministre Gézodia Vincent, M. Ouverno Richard, M. Vigan Hyacinthe, M. Baparapé Aboubakar, M. Yoro André, le docteur Johnson Olivier, le professeur Zorou Théophile, Monseigneur Agoka Lucien, M. Adebayo Latif Darius, M. Habib Sori, Sinda Sori, M. François Oyabi, M. Mansourou Lala, M. Théophile Ronza, M. Joseph Pobli, le docteur Soulé Daouda, M. Adolphe
Dindin, ancien député, M. Séverin Akando, et au titre des membres du personnel, l'ancien directeur de cabinet du président Agbo, Mme Kodo, Mme Dako, je crois Thérèse, M. Isaka Tamou, et j'en passe, M. Klopa aussi, et j'en passe. Père à leur âme. Le président du Conseil économique et social, à sa suite le ministre d'État Abdoulaye Diotchane, représentant le chef de l'État, disons, m'ont pratiquement déjà, m'ont beaucoup aidé, puisqu'ils ont pris largement en charge l'objet de ma communication. Mais comme vous le savez tous, on dit que, bon, est pédagogique, la répétition. Mais je me ferai l'agréable devoir d'être bref, étant entendu que je n'ai que 15 minutes, et que 30 minutes. Le Conseil économique et social est l'une des 7 institutions constitutionnelles, à savoir la présidence de la République, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Haute Cour de justice, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, donc qui sont prévus par la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. C'est une assemblée consultative constituée de plusieurs catégories socio-professionnelles. Je dirais de l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Le Conseil économique et social est la deuxième institution constitutionnelle. C'est l'Assemblée des forces économiques et sociales du Bénin, c'est l'Assemblée de la nation au travail. Je dis bien de la nation au travail. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée des forces politiques, c'est la représentation nationale. Mais le Conseil économique et social est une assemblée de la nation, mais cette fois-ci des forces économiques et sociales du Bénin. Je dirais même que le Conseil économique et social est une mine. C'est une mine d'expertise et de connaissances appliquées de toutes les forces économiques et sociales du pays. Il a pour mission de donner des avis et de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur les questions d'ordre économique, social, culturel, environnemental, technique et scientifique. Ces avis et recommandations sont adressés, comme je disais tantôt, sont adressés au gouvernement et à l'Assemblée nationale et pour cause. D'abord, l'Assemblée nationale, comme vous le savez, pas d'abord. En fait, l'Assemblée nationale, c'est le peuple représenté en concentré. C'est pour cette raison que les avis sont adressés au Conseil, les avis sont adressés à l'Assemblée nationale. Mais quant au gouvernement, le chef du gouvernement, c'est le chef de l'État, élu au suffrage universel et représentant le peuple par excellence. Et donc qui est chargé de la détermination et de la conduite des affaires de l'État. En vertu de cette attribution, le CS du Bénin s'est penché sur plusieurs questions de développement et les fruits de ces réflexions régulièrement transmis au président de la République et à l'Assemblée nationale pour exploitation. Mais comme nous le savons tous, étant donné que ces avis et recommandations n'ont pas un caractère contraignant pour les gouvernants, pour les chefs de l'État particulièrement, et qu'ils ne sont pas
toujours comme l'exige l'article 17 de la loi organique du Conseil économique et social, la question de ce qu'on appelle de plus en plus son utilité et de sa visibilité se pose de façon récurrente. Dans ces conditions, comment le CES peut-il avoir une visibilité plus claire? Comment assurer le suivi de ces travaux? Quel impact ces travaux ont sur la société? Comment mesurer cet impact? Ce sont autant de préoccupations auxquelles la présente communication tentera de répondre à travers les acquis de l'institution d'une part et les perspectives de l'autre. Mais avant cela, il importe de se replonger en quelques mots sur l'histoire de cette institution. Le Conseil économique et social, comme indiqué précédemment, est une assemblée consultative, apparue dans l'univers institutionnel des États francophones surtout, parce qu'il y a aussi des États hispanophones et même de la langue portugaise qui ont un Conseil économique et social. Donc, je revenais sur ce que je disais. Je disais que c'est une assemblée consultative apparue dans l'univers institutionnel des États francophones, surtout quelques années avant l'accession des colonies à la souveraineté internationale. Inspirée du modèle français, sa création n'a pas échappé aux effets des divers courants socio-idéologiques qui ont caractérisé les gouvernements africains. En République du Bénin, ex-Dahomey, le CES a été institué par la Constitution, tenez-vous tranquille, je crois que le président l'a dit, par la Constitution du 28 février 1958. 28 février 1958, ça fait bientôt, si ma mémoire ne me trahit guère, bientôt une soixantaine d'années. Ça, c'est le CES, ça. Le CES n'est pas de création, ce n'est pas la conférence des forces vives qui a non, c'est depuis 1958. À l'époque, il n'y avait que, si ma mémoire ne me trahit guère, il n'y avait que la présidente de la République, l'Assemblée nationale et la Cour suprême. Et bien entendu, le Conseil économique et social. Donc, c'est une institution très ancienne. Mais institué en 1958, le CES n'a été installé qu'en 1969. Mais malheureusement, pour les raisons que vous devinez aisément, malheureusement, il n'a connu qu'une existence éphémère, 6 mois seulement, parce que interrompu par le coup d'État du 10 décembre 1969. Le Conseil économique et social, remis en selle dans la Constitution, je dirais par la Constitution du 11 décembre 1990, à la lueur de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Ce n'est qu'en mai 1994, précisément le 17 mai, si ma mémoire ne me trahit guère, le 17 mai 1994, qu'une nouvelle expérience du Conseil économique et social sera relancée sans interruption jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant. Les différentes mandatures qui se sont succédées sont les suivantes. En 1969, première expérience du Conseil économique et social au Bénin, présidée par M. Taïro Kongaku, comme je l'ai dit tantôt. Cette institution a été dissoute le 10 décembre 1969.
C'est vrai, ça fait très ancien, mais quelques membres de cette mandature sont encore vivants, au nombre desquels, si ma mémoire ne me trahit guère, Da Silva, Urbain, il y avait entre autres Da Silva, lui il est toujours vivant. Mais au nom des membres de cette mandature, il y avait aussi le banquier Lémon Idelphonse. Mais bon, pour la plupart, ils sont tous décédés, paix à leur âme. 17 mai 1994 au 16 mai 1999, théoriquement, ça a été la première mandature de l'ère du renouveau démocratique. Et cette mandature a été présidée par le professeur Valentin Agbo. Souffrez que je vous fasse grâce des membres du nom des membres de la mandature. Donc cette mandature avait été présentée par Valentin, professeur Agbo Valentin. Maintenant, du 6 juillet 1999 au 5 juillet 2004, ça a été la deuxième mandature toujours de l'ère du renouveau démocratique. Et cette mandature a été présidée par votre fidèle serviteur, Rafiou Toukourou. Troisième mandature de l'ère du renouveau démocratique du 16 juillet 2004 au 15 juillet 2009. Cette mandature a été présidée toujours par votre serviteur. Les collègues m'ont renouvelé leur confiance, les nouveaux et puis les anciens. Les anciens n'étaient pas très nombreux, je crois qu'ils étaient 7 de la première mandature à la deuxième mandature, je crois 6 de la deuxième à la troisième. Ce n'est qu'à la quatrième mandature qu'on a eu après 50% de, si ma mémoire ne me trahit guère, de renouvellement. Du 16 juillet 2004 au 15 juillet 2009, la troisième donc, autant pour moi, du 16 juillet 2004 au 15 juillet 2009, la troisième mandature du CS a été présidée par... autant pour moi. Dis donc, dire que je pense à moi-même. Je m'excuse. Donc, c'est plutôt du 16 juillet 2009 au 21 juillet 2004. C'est la quatrième mandature présidée par notre ami Nicolas Adagbe, qui est toujours avec nous, qui est toujours membre, pour apporter toujours son expérience. Et enfin, du 22 juillet 2014 à nos jours, c'est la cinquième mandature. Ça est présidé par, qui tout le monde connaît, par l'actuel, par le président Tagbe Antoine Bian, bien entendu ici fortement omniprésent. Le Conseil économique et social du Bénin est une assemblée, comme je l'ai dit, consultative, une force de proposition sur les questions relatives à la vie économique et sociale de notre pays. Cette institution tire ses attributions des dispositions des articles 139, 140, 141 de la Constitution du 11 décembre 1990 et de l'article 1er de la loi numéro 90-010 du 16 juillet 1992 portant loi organique sur le CS. Elle est aujourd'hui, comme je viens de le dire, à sa cinquième mandature présidée par Tagbe Antoine Bian. Autant pour moi. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Antoine. Autant pour moi. Bon. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc, par notre ami Augustin Bian. Au terme des dispositions susvisées, le CS donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Il donne obligatoirement son avis sur les projets de loi de programme à caractère économique et social. Je dis bien, il donne obligatoirement son avis sur les projets de loi de programme à caractère économique et social. Et c'est pour cette raison que la loi de finances et le projet des investissements publics, je dis ce document-là est toujours soumis
au Conseil économique et social pour avis, parce que c'est un programme, c'est une loi de programme à caractère économique et social. Il peut être consulté par le président de la République sur tout problème à caractère économique, social, culturel et technique. On dit Conseil économique et social. Mais dans la réalité, ces attributions, on vient de s'en rendre compte, sont plus amples. On dit scientifique, on dit culturel et technique. Sous d'autres cieux, il y a même le volet environnement. Et ça se fait de plus en plus maintenant. Le siège de France, le siège de Côte d'Ivoire, il y a le volet environnement dedans, carrément dans la dénomination. Il peut, et c'est très important ça, il peut, de sa propre initiative, dans les mêmes conditions, faire connaître au gouvernement son avis sur l'exécution des plans ou programmes à caractère économique et social. Il y a un volet. Il y a un volet important. Il peut, de sa propre initiative, je reviens sur ça, sous forme de recommandation, attirer l'attention de l'Assemblée nationale et du gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général. Le Conseil économique et social est donc une institution qui donne des avis et formule des recommandations à l'endroit du gouvernement et de l'Assemblée nationale sur les questions d'intérêt économique, social, culturel, environnemental, technique et scientifique. À cet égard, le constituant a prévu une configuration de l'institution qui tienne compte des impératifs définis par les textes en vigueur. Ainsi, le Conseil économique et social est composé de 30 membres, donc 5 personnalités désignées. Je dis désignées, bon, c'est pas la règle. Mais il y a 5 personnalités qui sont désignées par le président de la République et le bureau de l'Assemblée nationale à raison de 3 pour le chef de l'État et 2 pour le bureau de l'Assemblée nationale. Les 25 autres personnalités élues par les différentes catégories socio-professionnelles. Les différentes entités qui composent l'institution se présentent comme suit. C'est un rappel. Enfin, pour la plupart, c'est un rappel, pour certains, c'est une information. Personnalités nommées, comme je l'ai dit, sont 5, 3 par le président de la République et 2 par le bureau de l'Assemblée nationale. Personnalités élues sont 25. Donc, le CS est une assemblée d'élus. Elle doit être considérée comme une assemblée d'élus. C'est les élus qui composent le Conseil économique et social. Il y a 4 par les organisations d'employeurs. Dans la pratique, c'est 2 pour la CCIB et puis 2 pour le Conseil national du patronat, ancienne organisation des employeurs du Bénin. C'était ONEB avant, Organisation nationale des employeurs du Bénin. Donc 4 pour les organisations d'employeurs, maintenant question de parallélisme des formes. 4 par les syndicats des travailleurs. Bon, comme en 1994, je me souviens bien, il n'y avait que 4 syndicats des travailleurs, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils sont, 7, non? Mais en tout cas, ils sont toujours débrouillés pour envoyer les 4. Sinon, la base, c'était ça. Il y avait 4 syndicats des travailleurs à l'époque. Si ma mémoire ne me trahit guère. Et 6 par les associations de développement à raison de 1 par département ancienne formule. C'est-à-dire, Womé Plateau, Atakora Donga, Borgou Alibori, 1, Mono Zou, 1, Zou Colline, 1, c'était comme ça. Mais maintenant, c'est devenu 12 départements. En tout cas, ça maintenant, on se débrouille pour trouver pour élire ces responsables. 2 par les organisations d'artisans. Artisans, c'est 2. Fédération sportive, c'est 2. 1 par organisation d'artistes et animateurs culturels.
Un pour les organisations d'artistes et animateurs culturels. 2, par les professions libérales. Entendez, architectes, notaires, avocats, et j'en passe, médecins de cliniques privées. Tout ça là, c'est professions libérales. 2, par les organisations des chercheurs. Ça, c'est souvent les universitaires. Et 2, par les organisations de la société civile. Société civile, en fait, c'est les associations qui, disons, œuvrent dans l'éducation et la santé. Comme c'est souvent les ONG, c'est souvent les ONG. Et c'est à ce titre-là que notre ami, le président Elias, a siégé à un moment donné au Conseil économique et social. Au cours des 5 mandatures qui se sont succédées, 2 types d'activités sont à mettre à l'actif du Conseil économique et social. Les activités relevant de ces attributions et ceux relatifs à ce que je pourrais appeler aux activités innovantes. Au nombre des activités liées aux activités traditionnelles, pas traditionnelles, je dirais plutôt conformes à la Constitution. Lorsqu'on analyse les dispositions des articles 139 de la Constitution du 11 décembre 1990 et de l'article 1er de la loi organique numéro 90/010 du 16 juillet 1992, qui prévoit la mission et les attributions du Conseil économique et social, il est aisé de constater que, bien que consultatifs, certains de ces avis n'en demeurent pas moins obligatoires. Il en est ainsi des projets de loi, de programmes à caractère économique et social sur lesquels l'institution donne obligatoirement son avis. C'est le cas du budget de l'État. Et comme je le disais, c'est conformément à cette disposition que chaque année, le gouvernement se fait l'obligation de transmettre le projet de budget général de l'État au CIES pour avis. Ainsi, par son caractère obligatoire, la saisine du gouvernement permet au CIES de mieux appréhender les grandes orientations du budget et le contenu de la politique de développement de l'État en vue de faire des propositions pertinentes pour une amélioration des conditions de vie de nos populations, pouvant par son biais, je dis bien pouvant par son biais, son utilité dans le paysage institutionnel de notre pays. Mais le second canal par lequel le Conseil économique et social s'illustre davantage par son expertise, et pour cause, tout à l'heure je vous donnerai des chiffres, est l'étude des sujets d'autosaisine. En effet, au terme des textes qui régissent le fonctionnement de l'institution, le CIES peut, de sa propre initiative, comme je vous l'avais dit tantôt, sous forme de recommandations, attirer l'attention de l'Assemblée nationale et du gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent contraires ou conformes à l'intérêt général. Cette dernière possibilité d'autosaisine est d'une importance capitale dans le fonctionnement du CIES, puisqu'en l'absence d'une demande d'avis dont la périodicité est souvent annuelle, l'institution a de quoi s'occuper toute l'année. Ainsi, plusieurs thématiques de développement ont été abordées depuis plusieurs mandatures. Tenez-vous tranquille, 107 études, je dis bien 107 études assorties, bien entendu, de recommandations. Je dis bien 107. Si on fait la moyenne, on tourne dans les 5 en moyenne, 5 en moyenne par année. Je dis bien par année. Quant au sujet d'autosaisine, je crois que c'est à peu près une quinzaine. Je dis une quinzaine, et si on déduit, bien entendu, le projet de l'État, parce que le projet doit être obligatoirement soumis. Ça, c'est une demande d'avis. Mais en dehors du projet de l'État, tenez-vous tranquille, hein, la moyenne est de 2 tous les 3 ans. Ça ne fait même pas un sujet d'autosaisine, je dis bien un seul.
par année. C'est 2 par année en moyenne. Donc, nous pouvons citer entre autres les sujets d'autosaisine, on peut citer entre autres la crise sociale au Bénin, la baisse du trafic au port autonome de Cotonou, le coton béninois, problème domaniaux, non plutôt, le coton béninois, problème actuel et perspective, le foncier au Bénin, problème domaniaux et perspective, la problématique du sous-secteur ferroviaire au Bénin, la politique de développement de la microfinance au Bénin, la problématique de la modernisation de l'agriculture au Bénin, l'administration du développement et la problématique de la gestion du temps au Bénin, la gestion du temps au Bénin, les modalités d'intégration du secteur informel dans la conception des politiques économiques de l'État au Bénin, la déforestation au Bénin, enjeux et perspectives, le transfert des ressources aux collectivités locales, cas des ressources financières, la problématique de la vente illicite des produits pétroliers au Bénin, la problématique de l'emploi des jeunes, au Bénin, enjeux et perspectives, la problématique de l'adéquation du système de l'enseignement supérieur avec les réalités économiques et sociales au Bénin, difficultés et perspectives. Bien sûr, il y en a, j'ai dit il y a 807, j'ai peut-être cité une, c'est pas une vingtaine. Et ces sujets, comme vous en apercevez, sont actuels. Ils sont actuels. Il importe de souligner que le Conseil économique et social a joué un rôle actif dans l'élaboration du document stratégique. Je dis bien dans l'élaboration du document stratégique, étude nationale de perspective nationale, ce qu'on appelle NLTPS, Bénin 2025, Bénin à l'AFIA. Ce document-là, le TES a joué un rôle actif dedans. Bien sûr, aux côtés du gouvernement, qui en a assuré la présidence, et du PNUD. C'est le PNUD, le gouvernement et le CS qui ont élaboré ce document-là. Et c'est le CS qui en avait la vice-présidence et qui a présenté officiellement, solennellement, lors d'une cérémonie au Palais des Congrès, au public. Je me rappelle si c'est ma mémoire, je crois que c'est en 2003, non? C'était le CS qui avait présenté ce rapport-là. Au plan international, le Conseil économique et social du Bénin fait montre de son dynamisme dans l'animation des instances internationales, regroupant les conseils économiques et sociaux et institutions similaires. C'est à peu près, je crois, c'est tout dans les 80. Membre de l'AICESIS, l'Association internationale, c'est à peu près 80 membres. Ainsi, le siège du Bénin est un membre actif de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique UCESA, dont il a assuré, en tout cas de façon appréciable, la présidence de 2003 à 2005. Le CS du Bénin a également assuré la présidence de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie UCESIF de 2011 à 2013. Je crois que c'est notre ami, le président Adagbe, qui nous a honorés, qui avait été honoré et qui nous a honorés. Et toujours membre du conseil d'administration, nous sommes le siège du Bénin, toujours membre du conseil d'administration de cette organisation. Bien sûr, en la personne du président Augustin, j'allais dire encore Antoine, Augustin Tabé-Bien. Le CS est aussi membre du conseil d'administration de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires
depuis 2009. Association au nom de laquelle le président du Bénin disait en juin 2004, à l'ONU avait présenté une communication, je crois que c'était en 2004, en juin 2004, au nom de toute la SCSIS sur la lutte contre la pauvreté dans le monde entier. Ce dynamisme au plan international lui a valu l'organisation de plusieurs événements d'envergure internationale, dont le lancement officiel de la campagne internationale de vulgarisation de la Charte sociale de l'UCESIF en 2013, l'Assemblée générale de la SCSIS en 2016 et l'atelier régional de renforcement des capacités des CES et institutions similaires sur la protection sociale et le dialogue social en 2017. Le CES a noué plusieurs accords de partenariat avec les institutions sœurs et a pu bénéficier de l'appui de certaines institutions internationales pour l'organisation de colloques et de séminaires. Dans ce cadre, le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a été de tout temps un partenaire privilégié. Quant aux acquis relatifs aux initiatives innovantes, soucieux d'allier utilité et visibilité, le Conseil économique et social a entrepris de nombreuses initiatives conciliant innovation, respect des textes fondamentaux. Ainsi, de l'organisation des séminaires itinérants, avec en toile de fond le renforcement des capacités des élus locaux de toutes les communes du Bénin sur plusieurs questions de développement en passant par son investissement pour apaiser le climat socio-politique parfois tendu dans notre pays. Le Conseil économique et social s'est souvent illustré ces dernières années par son engagement citoyen au service du peuple. Ainsi, face au mouvement de grève répété dans tous les secteurs de notre économie en général et dans le secteur de l'éducation en particulier, le Conseil économique et social a cru devoir intervenir. Bon, je crois que le terme là, le Conseil est intervenu. Le Conseil économique et social du Bénin est intervenu en vue d'amener les partenaires sociaux à la table de négociation. Les bons offices offerts par l'UCS a amené le gouvernement et les enseignants du supérieur à trouver un compromis ayant abouti à la revalorisation du point indiciaire de leur salaire en 2010. Le Conseil économique et social est aussi intervenu en vue de la résolution des crises cycliques que le secteur de la santé a connues ces dernières années. Ainsi, grâce aux actions concertées du Conseil économique et social, du médiateur de la République et du Haut Commissariat à la gouvernance concertée d'alors, le collectif des praticiens hospitaliers, certaines centrales syndicales qui ont été en grève plusieurs mois durant ont accepté d'aller à la table de négociation avec le gouvernement et de reprendre le travail. Le SUES s'est également bien illustré dans la résolution de la crise qui a secoué la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ces actions ont effectivement permis l'organisation des élections consulaires et l'installation d'une nouvelle équipe à la tête de cette structure. Le tout récent rôle de facilitateur à mettre à l'actif de l'institution est son implication, comme en 2011, dans l'organisation apaisée des élections législatives, communales et locales de 2015 et des présidentielles de 2016, grâce à la mission de supervision des activités du comité d'organisation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, et du Centre national de traitement, CNT, mené avec impartialité et clairvoyance par son président. En somme, en prenant des initiatives innovantes, le Conseil économique et social du Bénin est conscient de leur impact en termes d'utilité et de visibilité dans la mesure où les actions de l'institution ont pu renforcer le capital humain tout en garantissant la paix sociale. De même,
le CES n'a pas été insensible à la peine des sinistrés de certaines catastrophes naturelles et anthropiques, malgré la maigreur de ses moyens. Ainsi, suite aux innombrables inondations qui ont ravagé les récoltes et mis à la belle étoile de milliers de foyers, l'institution s'est souvent mise au chevet des victimes, avec parfois des enveloppes financières octroyées et surtout l'organisation des campagnes de sensibilisation afin d'aider les victimes à surmonter ces moments difficiles. Plus récemment encore, le Conseil économique et social, à travers son président, a joué un grand rôle dans le cadre de la mobilisation des fonds en vue de soulager les victimes de l'incendie du marché international de Dantokpa à Cotonou, intervenu en octobre, si ma mémoire ne trahit guère, je crois en octobre 2015. Au total, des 20 dernières années, le Conseil économique et social a, conformément à ses attributions, je pense, pleinement accompli sa mission constitutionnelle. Cette institution, de par sa disponibilité et son dynamisme, le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas du bruit, dit-on. Et sa configuration a pu, au fil des ans, se positionner comme un des acteurs clés du renforcement du dialogue social au Bénin. Malgré ce embelli, il faut noter que le Conseil économique et social a été en but à certaines difficultés qui méritent d'être résolues, puisqu'elles mettent parfois en cause, bien sûr, à tort, non pas sa légitimité, mais son utilité. Les deux principales difficultés auxquelles le Conseil économique et social est confronté sont relatives, d'une part, à la non-publication des avis et recommandations, et d'autre part, à la problématique de la prise en compte de façon clairement affichée par le gouvernement et l'Assemblée nationale de ces avis et recommandations. En effet, c'est un secret de polichinelle que la mission que le Conseil économique et social est mal connue par une frange de la population de notre pays. Cette situation s'explique en partie par le fait que les fruits des réflexions du CES ne sont pas portés sur la place publique, et ce pour deux raisons fondamentales. D'abord, les avis et recommandations du Conseil économique et social ne sont destinés qu'au gouvernement et à l'Assemblée nationale et non au public. Cet état de choses n'est pas de nature à rendre véritablement visibles les activités du Conseil économique et social, surtout dans un contexte marqué par la soif de l'information de la part des populations et l'exigence constante de la transparence dans la gestion de la chose publique. Ainsi, à partir du moment où les initiatives manquent de visibilité, il est clair que les supputations et autres conjonctures sur l'utilité du Conseil économique et social auront inévitablement droit de citer. La seconde difficulté est relative, comme souligné précédemment, à la problématique de la prise en compte par les pouvoirs publics des avis et recommandations du CES. À ce sujet, il est arrivé à plusieurs reprises que les populations se posent la question de savoir si le gouvernement et l'Assemblée nationale prennent en compte les fruits des réflexions du Conseil économique et social. Mais cette question, qui traduit le légitime souhait de voir toutes les institutions de la République participer sans exclusive au développement de notre pays, se heurte quelque peu à l'esprit de la Constitution. En effet, il ressort des dispositions de la loi fondamentale que le CES est une institution consultative. À ce titre, rien ne contraint le gouvernement et l'Assemblée nationale à réserver une suite favorable aux avis et aux recommandations du CES, si ce n'est le respect des institutions de la République. De ce point de vue, cette insuffisance de la loi fondamentale est totalement préjudiciable à l'image du Conseil économique et social. En effet, le CES serait en l'état une institution de réflexion sans qu'on ait la garantie que ces réflexions auront un aboutissement heureux. Pour permettre
au Conseil économique et social de contribuer efficacement au développement économique, au développement socio-économique de notre pays, il est d'abord souhaitable de consacrer son rôle de facilitateur par une disposition constitutionnelle. Ainsi, la présence en son sein des responsables des centrales confédérations syndicales pourrait se révéler comme une arme importante pour tenter de désamorcer les crises sociales ou à tout le moins pour faciliter le dialogue social. Il serait également indiqué de trouver un mécanisme pour une exploitation plus judicieuse des recommandations de l'institution pour une exploitation plus judicieuse des recommandations de l'institution par le gouvernement et l'Assemblée nationale. À cet effet, il ne serait pas superflu de prévoir un dispositif au niveau de l'exécutif et du législatif au fin d'examiner les nombreux avis et rapports du Conseil économique et social en vue de leur prise en compte par les différents ministères sectoriels et leur mise en œuvre dans les politiques de développement de notre pays. En outre, une réforme de la loi organique du Conseil économique et social doit être envisagée pour régler la question de la non-publication des avis et recommandations de l'institution. À cet égard, un aménagement de la procédure de publication des dites études pourrait être entreprise afin de permettre à nos populations d'être régulièrement informées des diligences faites par l'institution en termes de contribution à éclairer l'effort de développement entrepris par les pouvoirs publics. Ainsi, il serait plus pratique que le Conseil économique et social ait, concurremment avec le président de la République, le pouvoir de publier les rapports et avis de l'institution à cet effet, et en vue de permettre au chef de l'État de contrôler l'accomplissement de cette formalité, il serait judicieux d'assortir cette possibilité de publication par le Conseil économique et social de deux conditions. A. B. L'obligation par le CES d'informer le chef de l'État, ça c'est très important, avant toute mesure visant à publier les avis et recommandations. Les dispositions à cette fin s'imposent et sont fort possibles. Penchons-nous-y sérieusement. Dans la plupart des pays du monde entier, je dis bien, dans la plupart des pays du monde entier, il est question de développement économique et social. Dans tous les pays du monde entier, il est question du progrès économique et social. Le Conseil économique et social, de par sa composition, ses attributions traditionnelles et sa contribution depuis plus d'une décennie à la décrispation des tensions sociales, se positionne indubitablement comme une institution de veille démocratique, de démocratie apaisée et surtout d'éclairage à la satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme. Mais certains goulots d'étranglement empêchent l'institution d'accomplir efficacement cette mission et de se rendre plus visible aux yeux de nos populations.